On va attaquer directement. Ces derniers mois, la communication autour du film Conjuring 4 était très claire. On nous parle de fin, de dernier chapitre, de dernière enquête de Ed et Lorraine Warren. Sauf qu'en parallèle, et c'est là où ça devient intéressant, la Warner a confirmé travailler sur un préquel de la série Conjuring et sur une série sur HBO Max centrée sur les Warren plus jeunes. Donc forcément, une question se pose. Pourquoi annoncer Conjuring 4 comme une fin alors qu'une suite est en préparation? Pourquoi insister autant sur la notion de fin, sur l'ultime combat, pour nous annoncer une série et un préquel? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de la manière dont Hollywood traite ces histoires qui sont pourtant basées sur de faits réels? Parce que Conjuring, ce n'est pas juste une saga d'horreur, c'est une franchise construite sur le réel, sur des dossiers, des familles, des croyances, des affaires. Donc transformer ça en un univers infini, ça pose forcément des questions. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire si vous devez aimer ou non Conjuring. Je ne vais pas non plus débattre pour savoir si les Warren disaient la vérité ou non, ça j'ai déjà fait dans une autre vidéo. Ici, on va répondre à une seule chose très précisément. Comment Hollywood a transformé des histoires présentées comme vraies en une machine à cash parfaitement rodée? Pourquoi ça a marché, pourquoi ça marche encore et pourquoi malgré tous les discours de fin, ils ne peuvent tout simplement pas s'arrêter? Et pour comprendre ça, il faut revenir au tout début, au moment où une franchise d'horreur ne vendait pas seulement de la peur, elle vendait l'illusion du réel. Descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous. Mais vous êtes quoi au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Hollywood adore les fins, les derniers chapitres, les ultimes combats, les histoires qu'on promet de clore une bonne fois pour toutes. Parce qu'une fin, ça crée de l'urgence, ça fait revenir ce qui était parti. Ça donne parfois l'impression que cette fois, il faut être là. Et quand un film d'horreur est vendu comme le dernier, ce n'est jamais anodin. Surtout quand ce film repose sur une promesse très particulière. Une promesse qui revient depuis plus de 10 ans, basée sur des faits réels. Quand on vous dit ça, on ne vous vend pas seulement un film, on vous vend l'idée que ce que vous allez voir dépasse la fiction. Ce n'est pas juste un scénario, mais c'est un fragment du réel, et c'est exactement comme ça que Conjuring 4 vous est vendu. Officiellement, le film s'appelle The Conjuring Last Rites. Officiellement, c'est la dernière affaire d'Ed et Lorraine Warren au cinéma, la fin d'une saga commençant en 2013, devenue l'une des franchises d'horreur les plus rentables de l'histoire. Tout dans la communication insiste sur un mot, final. Sauf que voilà, pendant qu'on vous parle de fin, quand vous tease l'ultime combat, on commence à vous annoncer une suite, de manière plus discrète, plus silencieuse. Et là, quelque chose cloche. On ne parle pas d'une saga de super-héros, on parle d'une histoire présentée comme réelle. On vous parle d'affaires ayant censé avoir été vécues par de vraies personnes, de vrais dossiers. Et c'est précisément à partir de ce moment-là que moi j'ai bloqué. Parce qu'avant de parler de fin, avant même de parler de box-office, je m'étais posé une question simple mais des plus dérangeantes. Je voulais tourner une vidéo sur Conjuring 4 en mai dernier pour vous parler de ce qu'ils allaient potentiellement pouvoir nous montrer, de ce qu'ils pourraient pas nous montrer car trop dérangeant. Et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est recollé. Parce que si certaines parties d'un dossier sont impossibles à montrer, alors ce qu'on choisit de montrer devient un choix. Et ce choix à Hollywood, il n'est jamais anodin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te chassons par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te libérons de cette orbite satanique. Alors donc la question devient impossible à éviter. Comment une histoire basée sur de faits réels peut devenir une usine à cash? Pourquoi continuer encore et encore d'exploiter ces histoires alors qu'on en annonce une fin? Et surtout, qu'est-ce que ça dit d'Hollywood de sa façon à raconter le réel? Est-ce une bonne idée finalement d'aller payer 20 € en salle pour aller voir un film d'horreur au cinéma? Parce que Conjuring n'est pas un accident. Ce n'est pas juste une bonne idée qui a trop marché, c'est un modèle, un schéma. Un pattern parfaitement reproductible. C'est là qu'on parle de Conjuring Verse. Et avant de parler chiffres, droits, studio, marketing, il faut revenir à une chose essentielle. Et sur quelque chose que je vais vous écrire en gras juste ici. Conjuring ne vend pas de la peur. Conjuring vend l'illusion du réel. Et c'est exactement là que cette histoire commence. Le vrai moteur de Conjuring, c'est pas le démon, c'est pas la nonne, c'est pas la poupée. Le vrai moteur, c'est une phrase, basée sur de faits réels. Et cette phrase, elle est beaucoup plus puissante qu'elle en a l'air. Parce qu'en une ligne, elle fait deux choses en même temps. D'abord, elle augmente ta peur. Si ce que tu vois est censé être réel,
Alors ça peut t'arriver, ça peut arriver chez toi, à ta famille, à tes proches, dans une maison, dans une famille normale, pas dans un château gothique médiéval. Ensuite, elle augmente la valeur perçue. Tu n'as pas l'impression de regarder juste un film, tu as l'impression de consommer une histoire plus lourde, plus sérieuse, presque plus légitime. Et c'est là où Hollywood est très fort. On ne te vend pas seulement un film d'horreur, on te vend l'illusion du réel sans jamais te promettre que ce réel est respecté à la lettre. Parce que tout se joue dans une nuance minuscule mais radicale. On ne te dit pas c'est exactement ce qui s'est passé, on te dit c'est inspiré d'eux. Et cette nuance-là, c'est un tunnel. Un tunnel dans lequel tu peux simplifier, compresser des personnages, altérer le scénario. Et comme tout est flou, personne n'a vraiment l'air de mentir, donc tout le monde y gagne. I was very familiar with the Warrens. I think I've known the Warrens since I was a teenager. You know, I was very fascinated with the supernatural world, and so I came across their stories, and I've since then I've been keeping an eye out. His commitment to truth and authenticity. He's clearly a fantastic filmmaker. Also, be prepared to be scared. And bring a friend. Yeah. Bring a friend. Don't see it alone. It's very scary. Yeah, because I think a lot with this movie, a lot of the fun is talking about it afterwards. Or holding on to somebody. That's You right, know? right. Well, you can hold on to a stranger. Just sit next to somebody. Yeah. That's what I say. Et ce qui est intéressant, c'est que Conjuring 1 en 2013 utilise cette phrase presque parfaitement. À l'époque, le film arrive dans un contexte très particulier. On est saturé de fan footage à la Paranormal Activity, de jumpscares faciles, des films d'horreur qui misent plus sur le bruit que sur l'ambiance. Et là, Conjuring arrive et fait l'inverse. Le film prend son temps et s'attarde sur les personnages, sur la famille, sur les gestes du quotidien, sur ses silences. Et surtout, pour la première fois depuis longtemps, tu n'as pas l'impression de regarder des gens stupides faire n'importe quoi dans une maison. Tu te sens concerné. Tu te sens concerné et tu te reconnais. Une famille normale, des parents épuisés, des enfants qui ont peur mais pas de manière caricaturale. Et surtout, une maison qui ressemble à n'importe laquelle. Et c'est là où le basé sur des faits réels frappe très fort. Parce que tu ne regardes pas un film d'horreur, tu te projettes. Tu te dis, ok, si ça leur arrive à eux, ça peut m'arriver à moi. Et je peux réagir de la même manière. Et c'est exactement pour ça que Conjuring a marqué autant de monde. Pas parce que c'était le film le plus violent, pas parce que c'était le plus choquant, mais parce que tu te sentais impliqué. Tu avais l'impression d'être dans la maison, d'être témoin de quelque chose qui dépasse le simple divertissement. Quelque chose de sincère, de presque intime. Et ce sentiment-là, il est très rare. Et c'est pour ça que certaines personnes se sont vraiment accrochées à la franchise. C'est pour cela que Conjuring est devenu un phénomène. Et c'est pour ça que la franchise a pu naître. Et c'est là que le problème commence, parce que ce qui est rare, quand on le répète trop souvent, ça perd de sa force. À partir du moment où le label basé sur des faits réels devient une habitude, il cesse d'être un choc, il devient un argument marketing parmi d'autres. Et plus on s'éloigne des histoires humaines, plus on se rapproche de figures iconiques, de démons reconnaissables, de lore à développer, moins le spectateur se sent concerné. Quand la nonne arrive, par exemple, on n'est plus dans l'endroit où tu pourrais te reconnaître. Quand la nonne arrive, par exemple, on n'est plus dans une maison où tu pourrais vivre. On est dans un décor, un univers, un film pensé comme un spin-off. La peur devient plus visuelle, plus démonstrative, mais moins intime. Et le basé sur des faits réels commence à sonner différemment. Tu n'as plus l'impression d'être à la place de quelqu'un. Tu regardes un produit, un film, un chapitre de plus en fait dans une série. Et c'est exactement pour ça que petit à petit le public décroche. Pas parce que le film est foncièrement mauvais, mais parce que la promesse initiale s'est diluée. Sauf que voilà, même quand la peur diminue, la machine, elle, doit continuer de fonctionner. Parce que le label, basé sur des faits réels, ne sert plus seulement à faire peur. Il sert à donner du poids, à différencier, à justifier l'existence d'un nouvel épisode. Et c'est là que Conjuring devient fascinant. Ce n'est plus seulement une saga d'horreur, ça devient une démonstration. La démonstration que le réel, une fois transformé en récit, peut être exploité quasiment à l'infini. Tant que tu peux dire inspiré d'eux, tant que tu peux déplacer le curseur entre vérité et fiction, tant que le public accepte d'y croire, ou du moins fait semblant d'y croire. Et ce mécanisme-là, c'est exactement ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi Conjuring 3 va marquer un tournant, et pourquoi Conjuring 4 va nous vendre ça comme une fin. Alors qu'en réalité, c'est peut-être l'étape la plus cynique de toutes. Parce que maintenant qu'on a compris la formule, il faut regarder comment elle a été industrialisée. Avant de reprendre cette vidéo, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un j'aime et évidemment à commenter. Je suis ouvert aux critiques, vous le savez très bien. Donc si vous n'aimez pas l'audio, si vous n'aimez pas le plan, si vous n'aimez pas la manière dont je raconte les choses, ou si peut-être je fais des erreurs dans le script, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires, ce sera très important pour moi. Je vous remercie, on peut reprendre la vidéo.
Le premier The Conjuring sort en 2013. Budget annoncé environ 20 millions de dollars. À l'échelle d'Hollywood, c'est presque rien. C'est pas un blockbuster, c'est pas un pari à 150 ou 200 millions. C'est un film d'horreur à taille humaine. Et pourtant, le film rapporte plus de 319 millions de dollars dans le monde, dont plus de 137 millions rien qu'aux États-Unis. Autrement dit, pour chaque dollar investi, le film en rapporte plus de 15. Lorraine et moi, nous pensons que votre maison a besoin d'une purification. D'un exorcisme. Quoi? D'un exorcisme? Je croyais que c'était un truc qu'on faisait aux gens, moi. Non, pas uniquement, non. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Ça ne servira à rien, malheureusement. Lorraine a eu une vision qui... Continue, chérie. Tout à l'heure, j'ai vu l'entité diabolique qui hante votre maison et votre propriété. Je l'ai d'abord vue dès que j'ai franchi votre porte. Elle était accrochée à vous. Et puis je l'ai revue avec vos filles, quand on est entré dans votre salon. Alors peu importe où vous irez, cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille et va se nourrir de vous. Et même si on s'en va? Oui, parfois être hanté, c'est comme marcher dans un chewing-gum. Vous l'emmenez partout. Écoutez, je dois vous prévenir qu'il y a beaucoup d'esprits ici. Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus, parce qu'il est très malfaisant. D'accord, mais alors on fait comment? On doit appeler un prêtre? J'aimerais que ce soit aussi simple. Accomplir un exorcisme est un rituel archaïque qui exige des années d'entraînement et malgré cela, j'en ai vu qui ont tourné à la catastrophe. Sachez qu'avant toute chose, l'Église doit d'abord l'autoriser. Ça veut dire qu'on doit enquêter et rassembler le plus de preuves possible. Et ça, c'est pas facile. Et là, Hollywood ne voit pas un simple film, il voit un réel schéma. Bas budget, grosse rentabilité, un public qui suit, des retours plus que positifs. Et surtout, une critique très solide pour un film d'horreur de l'époque. La presse part d'un film intelligent, maîtrisé, tendu. Et le public suit, le bouche à oreille fonctionne. Conjuring devient rapidement une référence moderne d'un film d'horreur. Et si ça marche autant, ce n'est pas par hasard. Conjuring 1, c'est simple sur le papier. Une famille, une maison, une montée en tension. Mais c'est précisément cette simplicité qui fait du film sa force. Le film comprend quelque chose que la plupart des films d'horreur avaient oublié. La peur vient du rythme, pas du bruit. Pas besoin d'enchaîner les jumpscares, pas besoin d'effets spéciaux envahissants. La caméra observe, elle attend, elle laisse le malaise s'installer. Par exemple, si tu regardes cette vidéo actuellement, tu n'as pas peur, parce que je fais en sorte que l'ambiance ne fasse pas peur. Mais si d'un coup je change de musique, je baisse la lumière, complètement, et que je te regarde pendant plusieurs secondes, et que le ton de ma voix se baisse, tu sens un malaise. C'est exactement comme ça que Conjuring arrive à vous faire peur. Et non, il n'y aura pas de jumpscare après, parce que oui, à partir du moment où tu es dans le malaise, tu peux te douter de tout et tu te méfies. Et surtout, quelque chose d'important, le film prend le temps de te faire aimer les personnages. La famille n'est pas là pour mourir les uns après les autres, elle est là pour exister, pour se sentir fatiguée et pour se sentir présente. Et autour de tout ça, il y a un choix fondamental, le duo Ed et Lorraine Warren. Ils ne sont pas présentés comme des super-héros ou comme des figures flamboyantes, ils sont présentés comme des gens humains. Des gens qui ont peur, des gens qui doutent, ils sont fatigués, ils ont des cernes, ils sont croyants mais jamais triomphants. Et ça c'est capital, parce qu'ils ne te demandent pas de croire aux démons, ils te demandent de croire aux gens. Et c'est à ce moment-là que le public s'attache, parce que tu ne vois pas deux personnes surmonter l'insurmontable, tu vois deux personnes faire avec et survivre face à quelque chose qui les dépasse. Mais maintenant, écoute bien la suite, parce que c'est maintenant que tout bascule. Ce duo-là, Hollywood ne l'a pas inventé, mais Hollywood a payé les droits d'utiliser leur vie. Dans les faits, les droits d'exploiter la vie, les images, les récits d'Ed et Lorraine Warren ont été acquis via un producteur, Tony DeRosa Grund, qui avait obtenu des droits exclusifs sur leur histoire. Et ensuite, ces droits ont été intégrés dans l'écosystème New Line Cinema Warner Bros. Avec des litiges, des transferts et une structuration juridique solide autour de la franchise. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, Ed et Lorraine ne deviennent plus des personnes réelles. Ils deviennent une propriété narrative, une IP. Une marque. Et c'est là qu'on passe un cap. Parce qu'une histoire vraie, lorsqu'elle devient une IP, elle cesse d'être racontée pour être comprise.
elle est racontée pour être détournée. À partir de Conjuring 1, Hollywood comprend qu'il ne tient pas seulement un bon film, il tient une formule reproductible, des dossiers inspirés du réel, un couple central identifiable, un ton sérieux qui rassure le public, une ambiance qui crée de l'adhésion et des coups maîtrisés. C'est le premier engrenage de la machine. Et une fois que cet engrenage est enclenché, il devient très difficile de revenir en arrière. Parce que quand une histoire vraie devient rentable, le problème n'est pas de savoir si on doit continuer. Le problème est de savoir jusqu'où on peut continuer sans casser la promesse initiale. Parce que Conjuring 2 va transformer ce succès en univers et Conjuring 3 va montrer les premières fissures. Et là, on entre vraiment dans la logique de la franchise. Et là, je vais corriger un fantasme qu'on a presque tous. L'idée de savoir que derrière les films Conjuring, les vrais étaient là, qu'ils supervisaient, qu'ils vérifiaient que tout était correct. Cette idée rassure énormément le public, parce qu'elle donne l'impression que le réel a un droit de regard sur la fiction. Et pendant un temps, ce fantasme n'était pas totalement faux. Lorraine Warren a bien été consultante sur le premier Conjuring, elle y fait même une apparition, et elle est créditée dans le générique. Donc oui, au départ je vous l'accorde, l'image validée existait bien. Et ce détail-là, il est très important. Parce que Lorraine Warren, contrairement à ce qu'on croit parfois, n'était pas juste une figure passive du paranormal. Elle était très consciente de son image, de ce qu'elle représentait et de ce que les gens projetaient sur elle. Avec Ed Warren, ils ont passé toute leur vie à raconter des histoires, à donner des conférences, à écrire des livres, à intervenir dans les médias. Ils n'étaient pas seulement des enquêteurs du paranormal, ils étaient aussi des narrateurs. Ils savaient comment capter une audience, comment construire un récit, se positionner comme des figures à la fois accessibles et extraordinaires. Ils parlaient de démons, de possessions, de maisons hantées, mais toujours avec la même posture, celle de gens choisis, appelés à lutter contre quelque chose qui dépasse le commun. Et cette posture-là, elle a fasciné énormément de monde. Les Warren ont été admirés, ils ont été aussi beaucoup enviés. Ils ont été moqués, celles de personnes qui affirmaient avoir vu l'invisible et qui en avaient fait une mission de vie. Et cette mission, ils l'ont mise en scène, pas forcément de manière malveillante, mais de manière très consciente. Leur musée, par exemple, un lieu rempli d'objets présentés comme dangereux, maudits, chargés, des vitrines, des étiquettes, une scénographie. Lorraine Warren gérait tout ça personnellement. Elle décidait elle-même de ce qu'elle voulait montrer ou de ce qui devait rester hors champ. Donc quand Conjuring arrive, on n'est pas face à des gens que Hollywood manipule, on est face à des gens conscients qui ont fait ça toute leur vie. Et pendant un temps, Lorraine Warren était là pour dire ça oui, ça non, ça va trop loin, et ça c'est acceptable. Mais Lorraine Warren est décédée en 2019, et par définition, elle ne peut plus superviser ce qui sort après. Et ça, c'est un point de rupture majeur. Parce que quand la personne réelle disparaît, ce qu'il reste, ce n'est pas la vérité, c'est la marque. Et même au-delà des films, des éléments centraux des Warren ont changé de main. Le musée, les objets, la gestion de l'héritage, tout ce qui était autrefois paranormal devient progressivement administratif. Et à partir de là, le discours de c'est fidèle, c'est supervisé, c'est validé, il a une date de péremption. Et ce glissement-là, on l'a vu très concrètement, très récemment. Parce que le musée des Warren, celui qui contenait les objets les plus célèbres, les plus chargés, dont la fameuse poupée Annabelle, n'est plus entre les mains de la famille comme avant. Le comédien américain Matt Rife a acheté la maison, le musée et toute la collection d'objets des enquêteurs paranormaux et des Lorraine Warren avec l'un de ses amis. Et évidemment, ça fait polémique, parce que pour une partie de la famille Warren, pour une partie du public aussi, ce musée n'était pas censé devenir un outil de contenu. Mais le problème, c'est le même que pour les films. Une fois que les droits changent de main, une fois que l'héritage devient une propriété légale, l'émotion n'a plus vraiment de poids. Certains de la famille n'étaient pas vraiment d'accord, d'autres ont même exprimé leur malaise, mais malheureusement, ils n'avaient pas leur mot à dire. Et là, on touche à quelque chose de très révélateur, parce qu'un héritage, lorsqu'il est exploitable, devient exploité. Même quand ça dérange, même quand ça choque. Cet été, par exemple, la poupée Annabelle a refait parler d'elle, utilisée, déplacée, mise en scène dans un contexte promotionnel lié à la franchise Conjuring. Officiellement, rien d'anormal, de la communication, du teasing. Mais dans les faits, ça a relancé exactement les mêmes débats qu'auparavant. Des histoires, des rumeurs, des gens convaincus que quelque chose allait mal se passer. D'autres dénonçaient une mise en scène artificielle, presque cynique. Et peu importe, au fond, ce qui soit vrai ou faux, ce qui compte, c'est que ça fait parler, que ça entretient le mythe, que ça prolonge la peur. Et c'est là que tout se recoupe. Le cinéma, le musée, les objets, les vidéos YouTube, la communication, tout fonctionne sur le même mécanisme. Prendre quelque chose présenté comme réel et le transformer en une expérience consommable. Et quand tu vois ça, quand tu vois à quelle vitesse l'héritage des Warren est passé de protégé par Lorraine à exploité par différents acteurs, tu comprends une chose essentielle. Et c'est pas seulement Conjuring qui continue sans supervision, c'est tout l'univers entier des Warren qui rentre dans une nouvelle phase. Une phase où la frontière entre mémoire, croyance, marketing et contenu est devenue presque invisible. Parce que superviser, ça rapporte à une chose simple, être vivant, être présent et pouvoir dire non. Parce que quand cette capacité disparaît, Hollywood fait ce qu'il fait toujours. Quand la supervision réelle disparaît,
la marque reste. Et quand la marque reste, elle est moins freinée, moins contrainte, moins liée à une personne en chair et en os. À ce moment-là, Ed et Lorraine Warren ne sont plus seulement des personnes, ce sont des personnages fixes, ancrés dans le temps, ancrés dans une chronologie. La médium sensible, le démonologue protecteur. Et ces archétypes, Hollywood peut les utiliser, les répéter, les adapter, sans avoir à se demander est-ce que ça leur correspond vraiment. C'est là que le glissement s'opère. On ne raconte plus des histoires à partir des Warren, on raconte des histoires avec les Warren. Et ça change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus la réalité qui nourrit le cinéma, c'est le cinéma qui fige la réalité. Et quand une personne réelle devient un personnage de fiction reconnu mondialement, elle cesse d'évoluer, elle cesse d'être contradictoire, elle cesse d'être humaine, elle devient exploitable. Et ce mécanisme-là, il va avoir des conséquences directes sur la suite de la saga. Parce qu'une fois que les Warren deviennent des icônes, il faut aller toujours plus loin pour faire peur. Et c'est exactement ce qu'on va voir avec Conjuring 2. Chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Maman? C'est qui? Reste pas là. Pardonne-moi, Lorraine. Conjuring 2, pour beaucoup de spectateurs, c'est le sommet de la saga, le moment où tout s'aligne. C'est avec le 2 que j'ai aimé l'horreur. Une ambiance plus lourde que le premier, un décor différent, plus froid, plus urbain, une mise en scène toujours lente mais plus assurée. Et surtout, un antagoniste qui marque durablement les esprits. Valak. Valak n'était pas pensé comme une icône centrale du film dès le départ. Le personnage existe dans le folklore démonologique, oui, mais sa forme, sa présence visuelle et surtout son poids narratif dans le film ont été ajustés, renforcés et mis en avant progressivement au point de devenir l'élément le plus mémorable du film. Et ce qui fait qu'elle marque, c'est qu'on la voit très peu. Mais quand on la voit, on se pisse dessus. Et c'est exactement ça qui est fascinant. Valak n'est pas un méchant classique écrit comme un boss final dès la première version du script. C'est une figure qui s'impose à l'écran, qui fonctionne visuellement et qui imprime la rétine. Et ça, Hollywood adore. Parce que ce n'est pas seulement une réussite artistique, c'est surtout une réussite commerciale. Et c'est pour ça qu'elle s'essouffle avec le temps. Côté chiffres, Conjuring 2 confirme tout ce que le premier avait laissé entrevoir. Budget estimé environ 40 millions de dollars, soit le double du premier, mais toujours très loin des blockbusters traditionnels. Résultat au box-office, environ 320 millions de dollars dans le monde. Autrement dit, le film coûte plus cher, mais il rapporte mieux. Et surtout, il obtient quelque chose de très rare pour une suite d'horreur. Une réception globalement solide. La critique souligne l'ambiance, la mise en scène, la performance du duo principal et l'efficacité du nouvel antagoniste. Le public suit, le bouche à oreille fonctionne et la saga ne s'essouffle pas. Et là, Hollywood comprend un truc fondamental. Ok, on n'a pas juste une bonne histoire, on n'a même pas juste un bon couple de personnages, on a un bestiaire. Et dès qu'on a un bestiaire, on a des spin-offs. Et dès qu'on a des spin-offs, on a une saga entière. Parce qu'un démon identifiable avec une apparence forte, une symbolique claire et une réaction émotionnelle immédiate du public, c'est exactement ce qu'il faut pour construire un univers étendu. Et c'est comme ça qu'on passe d'un film à un univers. Et un univers, ce n'est pas une vision artistique, c'est une stratégie. Tu produis des films moins chers que les blockbusters classiques, tu peux les sortir plus régulièrement, tu relis tout à une marque mère reconnaissable, tu crées un événement cinéma récurrent. Et tu maintiens la franchise en vie, même sans les films principaux. À partir de ce moment-là, Conjuring cesse d'être une saga et il devient un univers. Comme Marvel, il devient un catalogue, un socle narratif sur lequel tu peux greffer des origines, des préquels, des récits parallèles, des variations. Et surtout, tu peux annoncer la fin d'un arc tout en continuant ailleurs.
Et voilà qu'est la preuve parfaite de ce basculement. Un personnage qui n'était pas prévu comme pilier absolu, mais qui, une fois identifié comme efficace, devient la clé de voûte de tout un pan de la franchise. Ce n'est pas cynique, c'est rationnel. À partir du moment où le public réagit plus à une figure qu'à une histoire, Hollywood suit la figure. Pas par mépris de l'art, mais parce que le système est conçu comme ça. Et c'est précisément ici que Conjuring atteint son sommet et qu'il prépare en même temps sa propre dilution. Parce que plus l'univers s'étend, plus la peur devient reconnaissable, et plus le mythe devient un catalogue. Conjuring 2, c'est à la fois le point le plus culminant de la saga, mais en même temps, le début de l'industrialisation. Tu l'as sûrement demandé pourquoi depuis Conjuring 2, les gens aiment moins. Et je vais te répondre de manière brutale. Parce que la formule commence à se diluer. Pas d'un coup, pas violemment, mais progressivement. The Conjuring 3 change quelque chose de fondamental dans la saga. La structure. On n'est plus vraiment dans une maison, on n'est plus vraiment dans un lieu unique qui te colle à la peau. On est dans un espace fermé, oppressant, presque intime. On est dans une enquête. Et ça, c'est un choix. Le film s'inspire d'un fait divers réel, et il adopte une logique plus procédurale. On cherche des réponses, on suit des pistes, on reconstitue. Parce que l'horreur de Conjuring, à la base, ce n'était pas l'explication, c'était la cohabitation avec l'inexplicable. Dans Conjuring 1 et 2, le mal est là. Il ne se déplace pas, il t'attend. Dans Conjuring 3, on court après lui. Et inconsciemment, ça change tout. Autre point majeur, James Wan ne réalise plus. Et ça, c'est pas un détail technique, c'est un changement complet de sensation. James Wan a une manière très particulière de filmer l'horreur. Des mouvements lents, des cadres qui laissent respirer le vide, une attention obsessionnelle au rythme. Conjuring 3 est bien réalisé, propre, efficace. Mais ce n'est plus la même peur. Et là, je vais être honnête, moi aussi, ça m'a fait quelque chose. J'ai pas détesté le film, mais j'ai senti que ce n'était plus exactement ce que j'aimais. J'ai eu l'impression de regarder une histoire de possession, presque une histoire de vaudou. Et ce qui me terrifiait dans Conjuring 1 et 2, c'est pas un mauvais genre, mais c'est pas ce qui m'a marqué. Ce qui me terrifiait dans Conjuring 1 et 2, c'était l'idée que le mal s'installe dans ton quotidien, dans ta cuisine, dans ta chambre, dans ton salon. Dans Conjuring 3, le mal devient plus conceptuel, plus extérieur, plus explicable. Et quand l'horreur devient explicable, elle perd de son emprise. Et ce ressenti-là, je suis clairement pas le seul à l'avoir vu. Côté box-office aussi, on le voit. Le film rapporte environ 206 millions de dollars dans le monde, avec un budget autour de 39 millions. Ce n'est pas un échec, mais c'est clairement en dessous des deux premiers. Et surtout, la réception change. Les critiques parlent d'un film correct, mais moins marquant. Moins oppressant, moins mémorable. Même côté public, la note CinemaScore est plus basse que pour Conjuring 1 et 2. Et évidemment, il y a un contexte énorme. Le film sort en 2021, en pleine période Covid. Warner adopte une stratégie hybride, presque cynique. That demonic possession was used as an alibi, as a reason for committing what ultimately became manslaughter. I really wanted Conjuring 3 to be something a bit different, you know, like get us out of the house, so it's not just, you know, a traditional haunted house story and how Lorraine and Ed comes to this house, save this family, exorcise whatever evil is in this house, and that's the end of the movie. I feel like there's more we can explore, and the Warrens have, have had, many stories where they've helped police investigate different cases and help find missing people and stuff like that. So I felt like this would be a natural direction to go into that is something a bit different. And so when I pitched that to Patrick and Vera, they just loved it. They loved the idea of just doing something a bit different as well. Warner adopte une stratégie hybride, sortie cinéma et streaming en parallèle. Donc oui, les salles sont moins pleines, l'événement est moins fort, et les gens se déplacent moins. C'est important de le préciser que ce contexte n'explique pas tout. Parce que même en tenant compte du Covid, le ressenti du public va dans le même sens. Conjuring 1 et 2 étaient vécus comme des expériences d'horreur premium. Tu allais au cinéma pour te faire enfermer dans une salle auquel le malaise te suivait même en dehors de la salle. Conjuring 3, lui, est perçu comme un film d'univers, plus propre, plus produit, moins cauchemar. Et quand le public commence à sentir le produit, il devient plus exigeant. Il pardonne moins et il compare davantage, il devient méfiant. Pas parce qu'il est blasé, mais parce que la promesse initiale a changé. À partir de ce moment-là, Conjuring n'est plus seulement jugé comme un film, il est jugé comme un maillon d'une chaîne. Et c'est là que la franchise entre dans une zone dangereuse. Parce que plus tu t'éloignes de ce qui a créé l'attachement émotionnel, plus tu dois compenser par autre chose. Plus de lore, plus de références croisées, plus de mythes. Et ça nous amène directement à la suite. Parce que si Conjuring 3 montre les premières fissures, Conjuring 4 va tenter de répondre à toutes ces questions avec une arme simple. La fin. La promesse du dernier chapitre. Le retour à quelque chose de plus grave, plus sombre, plus mature. Mais est-ce que c'est vraiment une fin, ou est-ce une manière de relancer la machine ? Pour les fans d'horreur, vous allez trouver ça vraiment mauvais, parce que je peux pas vraiment vous le conseiller.
j'ai rien ressenti à la fin. Parce que le film était pourri d'après moi, donc c'est hyper décevant. Ça n'a rien à voir avec ce que James Wan arrivait à faire avec les 2 premiers films. Et Dieu merci, cette saga a décidé de prendre fin, même si je suis convaincu qu'ils continueront d'étendre leur Conjuring verse. Je vais tout oublier, pour moi il ne reste absolument rien de Conjuring à part le premier film. Après, c'est pas un étron, c'est pas une grosse merde, mais un film d'horreur qui fait pas spécialement peur, c'est quand même un petit peu handicapant, quoi. Y a pas fondamentalement grand chose à en dire. Une bonne grosse bousasse à l'ancienne, un étron, un navet intersidéral. Je viens de parler de Conjuring 4. Pas mal foutu, mais pas super au top non plus, quoi. Arrive The Conjuring Last Rites. Dès la première bande-annonce, tout est clair. La communication ne laisse aucun doute, c'est la fin. Pas juste un nouvel épisode, pas juste une nouvelle affaire. Non, un dernier tour de piste pour les Warren. Une conclusion émotionnelle assumée, un film pensé comme un point final. Et ça se sent immédiatement dans la mise en scène du trailer. On est très loin des teasers classiques d'horreur. Pas de montage frénétique, pas de jumpscare en rafale. Au contraire. Des plans fixes, un rythme lent, une musique presque solennelle. La caméra s'attarde sur Ed Warren, sur Lorraine, sur leur visage marqué, fatigué, gravé. On les montre face à des gens, face à la presse, face au regard public, comme s'ils n'avaient rien demandé, comme si cette histoire les avait dépassés, comme si le monde les avait entraînés là, malgré eux. Tout dans la bande-annonce raconte la même chose, ce n'est pas une affaire en plus, c'est la fin d'un parcours, d'un poids, d'une vie passée à affronter l'invisible. Et évidemment, ça fonctionne. Côté chiffres, le résultat est impressionnant. Budget estimé environ 55 millions de dollars. Box-office mondial environ 494,6 millions, avec un démarrage très fort porté par la curiosité et le sentiment d'événement. Et là, pose-toi une seconde. Ce succès, il n'est pas arrivé par hasard, ce n'est pas aléatoire. Il est le résultat d'un pattern que Hollywood maîtrise parfaitement. Tu annonces que c'est la fin, tu crées l'urgence. Tu fais revenir les visages historiques, tu actives la nostalgie. Tu choisis un dossier plus sombre, plus grave. Tu promets de la maturité. Tu insistes sur l'émotion, la fatigue, le sacrifice. Tu rassures les fans déçus. Tu fais du box-office et tu prouves que la marque est toujours vivante. Et juste après, tu relances la machine. Parce qu'après le succès, qu'est-ce qu'on apprend ? Un préquel officiellement en développement annoncé dans la presse spécialisée. Une série Conjuring pour HBO Max avec un showrunner déjà nommé, un projet structuré, pensé sur la durée. Donc oui, c'était la fin, mais uniquement d'un segment précis. C'était la fin d'Ed et Lorraine Warren incarnés par ces acteurs-là, dans cette période et dans cette chronologie. La vérité, c'est que la fin à Hollywood, c'est jamais vraiment une fin. C'est une transition. En fait, ce mécanisme-là, on le connaît déjà partout, parce que ce que fait Hollywood avec Conjuring, Hollywood le fait partout ailleurs. C'est exactement comme Marvel, par exemple avec Spider-Man. C'est toujours la fin, mais avec cet acteur-là, avec ce script, avec ce scénario, avec cet univers. On te dit c'est terminé, puis quelques années plus tard, on te sort un nouvel acteur, une nouvelle chronologie, et encore même va plus loin, on essaye de te relier ces différentes chronologies à des univers parallèles, comme s'il en existait plusieurs qui pouvaient se relier au même endroit. Il continue pas parce que l'histoire n'est pas finie, mais parce que la licence, elle, est toujours exploitable. Conjuring, c'est pareil, c'est la fin de ces acteurs, de cette incarnation, mais l'univers, lui, continue de s'étendre. Parce qu'il reste encore des dossiers, il reste encore des détails, il reste encore des angles morts à exploiter. Et tant qu'il reste des choses à raconter, ou au moins quelque chose à reformuler, la machine ne s'arrête plus. Et je vous parie même qu'un jour, on aura un film de Ed et Lorraine Warren dans Amityville. Et pourtant, on sait qu'ils ont fait une apparition très brève. On ne termine pas une franchise rentable, on l'éponge, on en extrait ce qui reste. On en change le visage, on en modifie la forme, mais on ne laisse jamais quelque chose mourir. Donc, quand Hollywood te dit c'est la fin, la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est fini, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer après. Et c'est ce qui rend cette stratégie encore plus efficace. C'est le contexte des dernières années parce que, soyons honnêtes, le Conjuring Universe ces dernières années nous a souvent déçus. Annabelle 2, Annabelle 3, La Nonne 2, La Dame Blanche, des films qui ont fait parler, mais rarement pour de bonnes raisons. Ce n'était pas catastrophique, mais ce n'était pas marquant. Ce n'était pas ce genre de film d'horreur qu'on avait découvert en 2013. On n'avait pas cette sensation de malaise profond, on n'avait pas cette impression de se prendre une claque. La plupart du temps, on sortait en salle en disant « c'est ok ». C'était bien, mais pas plus. Et ce ok pour Conjuring, il devient presque dangereux. Quand Conjuring 3 est arrivé, beaucoup espéraient un retour en force. On voulait être choqués, surpris, déstabilisés. Mais le film a laissé un goût de bâclé chez certains. Pas raté, mais pas à la hauteur. Et malgré tout, on est resté. Parce qu'on n'attendait qu'une seule chose, la claque. On attendait le film qui allait nous rappeler pourquoi on est tombé amoureux de cette saga. Et ça, Hollywood, l'a très bien compris. Conjuring 4 ne se vend pas comme un film d'horreur, il se vend comme une réparation, une promesse implicite. Cette fois-ci, on va faire les choses bien. Cette fois-ci, on ne va pas vous décevoir. Cette fois-ci, on va mettre le paquet. Et c'est exactement pour ça que la communication est aussi lourde sur la fin. Parce qu'après des années de spin-off moyens, la fin devient un argument de qualité. Ce n'est pas juste la fin d'une histoire, c'est la fin comme garantie. Garantie que ce ne sera pas bâclé,
garantit que ce sera grave et que ce sera important. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que cette stratégie fonctionne parfaitement parce que les fans ont été déçus avant. Conjuring 4 existe dans un contexte où on veut y croire. Mais la question reste entière. Est-ce que cette fin est une vraie conclusion artistique ou juste une manière subtile de relancer la machine ? Parce qu'une chose est sûre, et ça vous l'avez compris, Hollywood ne termine jamais une histoire rentable, il la reformule. Et c'est exactement pour ça qu'il faut répondre à la question finale, celle que vous attendez depuis le début de la vidéo. Pourquoi et comment Hollywood a transformé des histoires tirées comme vraies en une machine à cash parfaitement bien huilée. On arrive à la fin et tu veux une réponse et je vais te répondre honnêtement. On va répondre par A plus B plus C. Alors on y va. Alors le premier A, c'est évidemment la rentabilité. La saga Conjuring est exactement ce qu'Hollywood adore par-dessus tout, une franchise à faible risque. Les budgets restent relativement contenus par rapport aux blockbusters modernes, mais les retours sont massifs. Conjuring 1, avec son budget d'environ 20 millions, a posé un modèle simple et extrêmement efficace. Conjuring 2 a confirmé que ce n'était pas un coup de chance, et Conjuring 4 a prouvé une chose très claire. Annoncer une fin transforme un film en événement mondial. Dans une industrie où certains studios peuvent perdre des centaines de millions sur un seul projet, Conjuring est une anomalie confortable. Peu de CGI lourdes, peu de stars hors de prix, une identité immédiatement reconnaissable et un public fidèle. Tant que cette équation fonctionne, il n'existe aucune raison économique d'arrêter. La deuxième raison, le petit b, c'est l'exploitation d'une IP, d'une marque. À partir du moment où Warner et ses partenaires détiennent solidement les droits d'exploitation, Conjuring cesse d'être une suite de films. Ça devient un catalogue, un ensemble de propriétés narratives exploitables sous différentes formes. Cinéma, spin-off, préquels, séries. Les litiges autour des droits des Warren, les producteurs intermédiaires, les transferts juridiques successifs, tout ça montre une chose très simple. Ces droits valent une fortune. Et s'ils valent une fortune, ce n'est pas pour raconter une seule histoire, c'est pour en raconter des dizaines sous des formes différentes sur des décennies. Une IP, ce n'est pas une œuvre, c'est un actif. Et Hollywood ne laisse jamais dormir un actif rentable. La troisième raison, le C, c'est peut-être la plus perverse mais la plus réelle de toutes, le réel comme carburant infini. Les histoires vraies sont une mine inépuisable. Tant que tu peux dire inspiré d'eux, tu n'as jamais besoin d'être totalement fidèle. Tu peux choisir une affaire, la simplifier et la déplacer dans le temps, la rendre plus spectaculaire, plus lisible, plus cinématographique. Et surtout, tu peux toujours en trouver une autre. Et comme Ed et Lorraine Warren sont devenus des personnages publics adaptés, presque mythifiés, la marque continue de fonctionner même quand la supervision humaine disparaît. Le réel n'est plus une contrainte, il devient un argument marketing. Donc est-ce que c'est juste pour l'argent? La réponse est plus froide que ça. Ce n'est pas seulement pour l'argent, c'est pour l'argent, la stratégie, plus le système. Hollywood ne pense pas en termes de films isolés. Hollywood pense en termes de franchise, d'extension, de plateforme, de longévité. Et c'est là qu'intervient un autre élément fondamental, le cycle de vie d'un film. Aujourd'hui, un film comme Conjuring 4 ne vit pas seulement en salle. Il a d'abord une vie cinéma, puis une vie en location, en achat digital sur des plateformes comme Amazon ou Apple. Ensuite, il arrive en streaming sur la plateforme liée au studio. Et enfin, il entre dans le catalogue où il continue d'attirer les abonnés des années après. Résultat, même quand le cinéma s'arrête, la machine, elle, continue de tourner. Un film déjà rentable en salle devient un produit d'appel pour l'abonnement, puis un élément de rétention, puis une pièce d'un univers que les nouveaux spectateurs découvrent parfois dans le désordre. La saga ne peut donc pas mourir facilement parce qu'elle est rentable plusieurs fois, sous plusieurs formes, dans plusieurs endroits. Conjuring n'est pas seulement une franchise de cinéma, c'est une infrastructure de contenu. Et maintenant qu'on a tous ces éléments, on peut répondre à la question finale. Comment Hollywood a transformé des histoires vraies en une machine à cash parfaitement huilée? Par 3 transformations majeures. D'abord, des gens vers des personnages. Ed et Lorraine Warren ne sont plus seulement des individus ayant vécu des choses. Dans l'écosystème Conjuring, ils sont devenus une propriété narrative, exploitée via des droits consolidés. Ils sont figés dans une version héroïsée, simplifiée, reconnaissable et donc exploitable. Ensuite, des dossiers vers des scénarios. Basés sur des faits réels devient une autorisation implicite d'adapter, de condenser, de modifier, d'inventer. Tant que l'ambiance du réel est là, la fidélité exacte devient secondaire. Le vrai sert de décor émotionnel, pas de structure. Ensuite, un film vers une usine. À partir de Conjuring 2, on ne vend plus un film, on vend un univers, des entités, des origines, des déclinaisons. Et quand on annonce une fin, ce n'est pas pour arrêter, c'est pour relancer autrement, en préquel, en série, en nouvelle incarnation. Et je vais être cash avec toi, ils s'en foutent de ton avis tant que ça rapporte, tant que ça fait parler, car ça ne pourra que faire marcher plus les films et leurs univers. Ils s'en fichent que tu n'aimes pas Ed et Lorraine Warren tant que tu rapportes un +1, un commentaire ou un post ou une vidéo. C'est pour ça que ma dernière vidéo sur Conjuring a fait autant parler et a fait autant de vues.
entre les gens qui y croyaient, ceux qui n'y croyaient pas, ceux qui préféraient critiquer la vidéo et les détails techniques, ceux qui voulaient prouver que Ed et Lorraine Warren étaient des charlatans, et pourtant je n'ai en aucun cas pris parti dans cette histoire. J'ai juste raconté leur vie et ce qu'ils avaient vécu. Et c'est ça la vérité. Conjuring 4 n'est pas la fin, c'est un packaging de fin. Un film conçu pour rebooster la marque, pour faire revenir le public, pour avoir une attache émotionnelle, parce que c'est la fin, parce que tu te dis qu'après il n'y aura plus jamais rien. Et si ça te gêne, c'est totalement normal. Parce qu'une histoire vraie chez Hollywood, ça devient rapidement un produit, un truc consommable que tu peux voir de partout. Un truc qui va faire parler, et si on peut en parler, on n'hésitera pas. Quitte à ce que ça ne respecte pas certaines lois, quitte à ce que ça te dérange, quitte à ce qu'il y ait moins d'intimité. Voilà, vous savez tout. C'est une histoire beaucoup plus liée au marketing et moins à la peur, mais je pense que c'était important pour moi de vous en parler, parce que Conjuring 4 m'a beaucoup tenu à cœur, je l'ai revu récemment sur Amazon, alors je voulais en parler. Si vous voulez un épisode suivant, on pourrait faire pareil sur Annabelle, sur la nonne, n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos dans les commentaires, je serai très heureux de regarder les propositions que vous me ferez. C'était Romain, on se retrouve très vite. Et ce soir, regardez bien ce que vous appelez une histoire vraie.